c'est pas du tout une exposition iconoclaste, c'est pas une exposition qui détruit l'image, c'est pas non plus une exposition qui est à la dévotion des images. On appelle ça iconoclash, clash, c'est-à-dire c'est une hésitation pour savoir s'il faut garder les images ou au contraire s'il faut les protéger. Et donc toute la présentation de l'exposition a pour but d'introduire à cette incertitude sur le statut des images, à la fois en art, en science et en religion. C'est l'originalité. Le début sont toujours difficiles. Après ça part tout seul. Le début, c'est compliqué. Il est mal de faire ça. Oui. Et d'allumer une surface aussi belle et lisse et argentée, tout ça est mal. Donc c'est sur la tentation du mal et le fait que, oui, on le fait et qu'en même temps on a honte, on a peur. honte d'avoir fait ça. Je considère qu'on ne doit jamais montrer des photos de cadavres. Donc là, on verra des photos de cadavres et je sais que c'est immoral de montrer des photos de cadavres. Le fait d'avoir à faire ça fait que le spectateur devient lui-même coupable. Il participe au crime parce qu'il sait que c'est pas bien, excusez-moi. Ce que je voulais qu'il y ait un côté un peu abandonné de cette salle, c'est qu'on ne sache pas trop si c'était... Enfin, qu'on sait que c'est une pièce d'art, mais qu'en même temps qu'il y ait un côté, puisque par terre il y aura plein de ce papier, et que ce soit très en désordre, et qu'il y a ces sortes de choses un peu croulantes. En fait, c'est comme d'arriver dans une vieille chambre avec le papier peint au mur qui pendouille. Donc je voulais qu'il y ait une différence entre l'extérieur et la salle. C'est sur l'interdit pour moi de montrer certaines images, et en même temps la fascination de voir ces images. Komm ich jetzt oder nicht? Sondern um eine demonstrative Handlung. Über den Tathergang wurde folgende Darstellung gegeben. Während der Besuchszeit der Nationalgalerie wurde das Schnitzweg-Gemälde von dem Täter von der Wand gerissen und durch die Alarmanlage ausgelöst wurde. Obwohl ich auch sehe, die Verfolgung sofort aufgenommen. Regarde, les gens ont arraché des photos maintenant. Ah oui. Ils ont fait un double arrachement. Ah oui, c'est vrai, c'est de plus en plus grunge quand même. Il n'avait jamais rien fait de si dégoûtant. Là c'est bien parce qu'on a les trois choses. On a les protestants et la dispute sur les images, on a l'art moderne et son enquête ou son expérience dans la destruction successive des différents supports, en particulier là, le support lui-même en renversant et en les accumulant. Et là, entre les mathématiciens, fonctionnalistes, intuitionnistes ou abstraits. Is iconoclastic Christen
that the appearance and the image of God is inri, is text. It's a kind of visual form of text, but the text is a representation of the sublime, the divine, so it's iconoclastic. You would not expect that a master like Rembrandt already has an iconoclastic tendency. C'est de là que vient Peter Weibel. Oui, je sais. C'est sa formation, c'est sa matrice. Ils ont dû jeter des tripes et du sang dessus. Mais c'est des gens qui, après Artaud, voulaient faire vraiment une sorte de théâtre de la vérité. Et il y en a même un qui s'est coupé le zizi, il en est mort. Enfin, il poussait le théâtre de la vérité à un point très très grand. Cranach, how do you imagine the crucifix without all that pathos, all that blood and gore, all that belief? Christ in his human incarnation and the passion is as distant from God as a human being has ever come, because he is beaten, he's destroyed. An image that no longer has the violence of the late Gothic image, which, by the way, Cranach was a master of in his early work. All says that this Christ that we see, this painting, of course, is not Christ. There are two forms of violence visited on it. There's the violence that was inflicted on Christ by the tormentors, which leaves its residue in the form of blood, in the form of the wounds, and so forth. And then there's the violence against the image, which leaves its scars in the form of the broken arms and of the general neglect. And so you see two forms of violence on the same image, back to back. And the question is, what is the difference between the attacking hammer of the iconoclast and the jabbing of the lance into Christ's body? Si vous lisez le braille, point, c'est du braille et ça veut dire vidéo, il fait ça. Ah oui, c'est la vidéosurveillance d'ici. hasn't happened. And this is one of the problems. Because time is at the very center of life. Et ça, tu sais ce que c'est? Ça fait partie de l'enfer. McCollum. Qu'est-ce que tu appelles l'enfer? La fin de l'art, enfin ça c'est ma interprétation, hein. Le tombeau dressé par Peter Weibel, le bûcher, il faudrait dire, dressé par Peter Weibel à l'art contemporain, et on entre dans le monde qu'on n'a jamais quitté, c'est celui de la médiation. Les trois moments de l'iconoclaste, la Bastille, qui est le grand, où la révolution a un sens, et veut dire se débarrasser de l'oppression. La chute du mur de Berlin, qui on se libère de la révolution puisqu'on se libère du socialisme. Et la fin, l'écrasement final, dans le vide, avec les révolutionnaires qui sont tous les trois les uns à côté des autres, détruits, rachetés par un fabricant de tombes, de pierres funéraires, c'est là où on les a trouvés, regardant le vide. On passe d'une vision positive de l'iconoclasme, qui était dans sa dimension émancipatrice, à la version finie ou finale de
de la Révolution. De l'autre côté, quand c'est indiqué à l'os caput, tout doit être cassé, il y a un rapport évident. Donc, bon. Les expos servent aussi à ça, hein, c'est à voir les choses de plus près. C'est une visualisation un peu compliquée par le fait qu'il s'est amusé d'une seconde référence. Il a remplacé le Rembrandt par Léonard. Donc, Blotkamp a, indépendamment de Speury et sans savoir que Speury avait fait ça, réalisé sa propre version. Lui, il en a fait une version miniature, mais il l'a fait plus littéralement que Speury dans le sens où il a mis un Rembrandt. Enfin, c'est un détail. Mais ce qui est amusant, ça c'est une ironie de l'histoire, c'est que une autre forme de dégradation est arrivée. C'est la recherche historique qui a examiné tous les Rembrandts et considéré que celui-ci n'en était pas un. C'était un Rembrandt. Au moment où Blotkamp a fait se servir d'un Rembrandt comme planche à repasser, mais depuis ça ne l'est plus. Maintenant c'est un Ferdinand Boll, qui est un des élèves de. Voilà. Oui. Mais donc, si vous voulez, un bol, on ne peut pas encore l'utiliser comme planche à repasser. Mais c'est quand même descendu d'un cran, hein, beaucoup même. Ça, c'est la plus belle image qu'on ait jamais faite. C'est incroyable qu'on ait ça. Et en quoi c'est iconoclaste? Ah bah ça c'est vraiment l'iconoclaste maximal, parce que tu as toutes les dévotions catholiques qui sont moquées deux fois, une première fois parce qu'elles sont exagérées, une deuxième fois parce qu'elles sont dans le crâne elles reforment un crâne de moine, et là tu as des iconoclastes protestants qui détruisent les images. Et en même temps c'est une image magnifique. Donc c'est à la gloire de l'image pour la destruction de ces images. Donc ça c'est vraiment ça. On aurait pu prendre ça comme symbole de l'iconoclaste. Parce que comment faire une image aussi belle d'une destruction aussi totale des images. Regarde ça. Tu vois la peau. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tu crois que c'est un tableau hyper réaliste au début. Tu dis bon, c'est de la photographie. Et regarde, c'est-à-dire que là, tu vois, regarde les mains. Tu vois les surfaces, les veines du sang qui sont obtenues par des superpositions de couches pendant des années. Et c'est 2 ans de boulot pour arriver à trouver les matières qui permettent de reconstituer, non pas photographiquement, mais en quelque sorte par la substance de la peinture, les effets du corps. Par exemple, cette photo-là est obtenue par un procédé photographique, c'est-à-dire qu'il a reconstitué point à point la quadrichromie de cette photo-là. Donc c'est pas une photo, c'est pas une imitation par la peinture de la photo, c'est la photo. La photo, mais c'est pas photographique. Tu peux sauver les images en mettant ta main là, en implorant en quelque sorte que la machine ne les détruise pas. Donc c'est la suspension du geste iconoclaste par excellence. Arrêter le geste iconoclaste. Donc c'est comme l'ange, si tu veux, dans le sacrifice d'Abraham qui arrête le bras. Mais en même temps, c'est une machine, c'est assez drôle. Bah, c'est l'intervention humaine sur la machine aussi, non? Ça fait drôlement du bruit dans le truc de la Borde. Man in einer Opera oder Komödie wäre.
Bach est dans cette phase qui emporte ce détachement de la musique, c'est-à-dire du geste d'art, du pouvoir législateur. Et il opère cette donc ce mouvement de l'Aufklärung et donc des Lumières allemandes. Et c'est une coïncidence prodigieuse pour les historiens de l'art que Bach décède et meurt en 1750, l'année où Baumgartner donc, publie cet essai philosophique où le mot esthétique apparaît pour la première fois. Quand la Passion a été jouée pour la première fois à Leipzig le 15 avril 1729, une des fidèles de l'église Saint-Thomas brusquement s'est levée et a crié « Seigneur, pardonne-nous ». C'est comme si on se trouvait dans un opéra ou dans une comédie. On reproche à Bach d'avoir utilisé des moyens tirés de l'opéra pour les introduire dans l'espace du culte. Ça, c'est le blasphème par excellence. Parce qu'au lieu d'aider les gens à prier, de faire attention à leurs paroles pour communier avec Dieu, ils mobilisent leurs émotions par la musique et les gens se laissent emporter par l'émotion de la musique et ne font plus attention à la prière à Dieu. Donc j'ai voulu faire coexister tout cet espace polémique dans une espèce de cacophonie où on entend à la fois Bach, la Passion Saint-Matthieu, les différentes condamnations et puis la musique qui sert de référent, la musique cultuelle qui sert de référent à cette époque, qui est celle des Halles, qui est une musique très austère, mais qui effectivement n'emporte pas les gens par la passion. Ça se traduit par des choses aussi sublimes que ça. Il y a des choses aussi sublimes que ça, qui sont complètement entrées dans notre patrimoine. Moi je suis en transe quand j'entends ça. Et puis tu as la voix qui condamne, tu vois, qui rappelle à la raison, qui est en fait le pouvoir temporel de l'Église sur la parole, c'est-à-dire sur la communication entre les hommes et Dieu. Freeze frame. Très jolie petite œuvre, toute petite. Non ? Voilà, moi je prends celui-là. Bah oui, forcément, regarde, on va aller beaucoup plus haut. Tu sais qu'à ce stade-là, on peut prendre une échelle. C'est un prétexte pour prendre Clara dans ses bras. Alors, le plus haut, je peux faire. Le plus haut possible. Ah, parfait. C'est bon ? Super. C'est une image qui date de 1997. Je propose à quelqu'un d'en prendre un fragment. Il faut que ça parte, il ne faut pas que ça disparaisse. C'est toujours l'ambiguïté. Oui. Est-ce qu'on peut voir quelque chose qu'on ne connaît pas? Si tu montres une image, chacun va la lire de manière différente avec son propre vécu. Oui. Donc, en fait, si tu veux, chacun qui va voir ça va dire tiens, ça ressemble à un jeu quand j'étais enfant, tiens, ça ressemble à un Kandinsky. C'est que chaque chose est réinterprétée par rapport à son vécu, que ce soit toute œuvre d'art, quoi. Donc en fait, on voit toujours quelque chose qu'on reconnaît. Mais en tout cas, l'exposition essaye de se débarrasser de l'invisible, parce que l'invisible, c'est ce au nom de quoi la critique des images avait été faite. Là, on voit bien chez les protestants, c'est au nom de l'invisible qu'on enlève toutes les traces de la superstition catholique, mais on ne peut pas faire la même chose là, parce que l'invisible, précisément, il n'existe pas. C'est précisément parce qu'on est capable de produire ces instruments qu'on produit des images scientifiques. Donc l'idée de l'exposition, c'est qu'est-ce que devient la critique des images si on enlève l'invisible.
dans la partie scientifique de l'exposition, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'oscillation qu'il y a entre visualisation et un mouvement contre-visualisation. Par exemple, ici, on a des objets de mathématiques, et il y avait une espèce de bataille entre ceux qui disaient qu'on ne pouvait pas comprendre les mathématiques sans modèle, sans des choses qui donnent vraiment de l'intuition des corps mathématiques, si vous voulez. Et il y avait d'autres qui insistaient juste au contraire, qu'il fallait avoir une logique pure, des mathématiques absolument sans visualité. S'il fallait essayer de synthéser toute l'exposition, je dirais que c'est une oscillation entre créer des images et éviter les images. On a la chambre des mathématiques, la chambre de l'avortement, l'espèce de fin de l'art. Et on tombe là sur cette très belle série du nettoyage des hôtels catholiques par les protestants. Et juste derrière, il y a une très belle vidéo, une interaction vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, des Hongrois là, sur les images. Ah, c'est très beau ça, on va les voir. On entend la voix d'un type du XVIe siècle qui est très content parce qu'il écrit dans son journal tous les jours les églises qu'il a démolies, les tabernacles qu'il a supprimés, etc., etc. Et il le raconte à Cromwell, il raconte tout ce qu'il a fait à Cromwell tous les jours, il est très content. As you move around in the room, you're able to deform and recreate an interface that you can walk through. And as you approach it, you walk through the image into a different room, into a different virtual image. Yeah. The viewer who walks around the space, the visitor, actually destroys the images. But in destroying the images, you actually create something new. So you're perpetually both between the acts of enjoying an image and breaking an image and actually creating a world, and then actually stepping through the image. So this idea of icon breaking as a breaking through in a productive and creative sense is very important to the installation. Now we move into the Vermeer room, where we're playing on ideas of aesthetic iconoclasm, that we take this very famous painting of the girl with the earring and use two different models that look at each other and look at you. And in this there's a chapter on idolatry, where idolatry is actually compared to fornication, and looking at images in churches is compared to sitting with a prostitute and the type of enticement to illicit behavior. In the presence of Mr. Hanscott, Mr. Wilson, the President, Mr. Francis. C'est des émulsions de rayons cosmiques, mais au lieu d'être plaque à plaque, normalement on les étudie. Normalement on les étudie layer par layers, enfin plaque par plaque, et là Adam les a mis les unes sur les autres, mais ça a une très grande beauté parce qu'on les voit enfin en 3 dimensions, ces rayons cosmiques. C'est les mêmes que ceux que tu vois dans la chambre à nuages. C'est ce qui nous traverse constamment, c'est ça qui est formidable. On est traversé constamment par ça. Si on visualisait ce qui nous traversait, on visualiserait ça. Ça, c'est un bombardement incessant. Donc il y a l'alcool qui est chauffé très fortement, et qui est donc à tout moment en train de se condenser, et qui au moment où les ions alpha ou bêta traversent l'espèce de nuage, condensent dans leur trajectoire des petites bulles. Donc on ne voit pas la particule, mais on voit la trace de bulles laissées par les particules. Il y a 2 particules. Ça sert à quoi? I think what the Typosophic Pavilion, or here the Camera Typosophica, tries is to open the spectrum of discussion between the so-called fields of the art and the so-called fields of science. And I think when the cloud chamber, how it is put here, is also kind of window that allows us to look into an area that is not visible, that has to be translated as a trace, which was a completely new approach in the ongoing discussion about atom and radiation. The iconoclasm or clash
between the two, the mirror, in 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 the mirror, to infinity, 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 infinity. Qu'est-ce que c'est maintenant pour vous, Iconoclash? Mon père exténué.